Bonjour, bienvenue dans ma cellule. Nous sommes à Montréal le 28 octobre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis deux passages tirés de Barreau de fer, Homme de chair de Raymond Boyer, que je vous montre à l'instant, et également de Merrily Westboard, Le rêve d'une génération, les communistes canadiens, les procès d'espionnage et la guerre froide. Ces deux lectures, je les offre à Luc G, qui m'a mis sur la piste de ces deux ouvrages. Et d'abord, en fait, le thème général de cette vidéo, c'est l'implication des intellectuels dans la vie civile. Et Barreau de fer et Homme de chair a été préfacé par Bruno Cormier, qui est également, comme vous le savez, un des co-signataires du refus global. Mais avant, je vais vous mentionner les commentaires que vous m'avez faits, très nombreux cette semaine. À tous les jours, je reçois des emails ou des courriels pour me signifier telle ou telle chose. Alors, je vais essayer de ne pas en oublier aujourd'hui. Alors, hier, Hélène, qui m'envoie cette petite citation de cette autre Hélène, Hélène Sixou, capable de supporter la terrible gaieté de l'innocence. Capable de supporter la terrible gaieté de l'innocence. Et puis cet autre, de Philippe Solers, quand on voit de quoi l'esprit se contente, on mesure l'ampleur du désastre. Et qui, incidemment, Philippe Solers, salue l'admirable travail de l'éditeur Rémi Ferland sur son blog du journal Le Point, qui le travail de Rémi Ferland sur l'édition critique des pamphlets de Louis-Ferdinand Céline. Il y a Michel, la militant, qui m'a envoyé un texte que vous pouvez également retrouver sur ma page Facebook. La librairie, le libraire, le laboratoire, moi, la clé. Le patient entretien d'une parcelle de connaissances. Le patient entretien d'une parcelle de connaissances. Un texte absolument merveilleux. Il y a également Michel, cet autre ami lointain, Michel de Saint-Laurent-les-Arbres, qui m'a également envoyé un merveilleux petit mot, accompagné d'une photo de votre humble serviteur devant sa librairie. Et ici, c'est assez étonnant parce que Alexandre des Cévennes m'a également envoyé un mot la même journée sur le même auteur, Jean Toussaint Desanti. Mais l'Institut des Antilles a supprimé sur YouTube les vidéos consacrées à Jean Toussaint Desanti, ce qui a horrifié, à juste titre, Alexandre. Je pense que ces gens-là ne comprennent pas que nous sommes entrés dans la culture du don et que la culture du don est une des armes dont nous disposons pour lutter contre la démocratie totalitaire et son ordre néolibéral qui ne font que marchandiser les rapports humains. Une façon de bafouer, de déjouer ce système-là, c'est par l'échange, par le don. Et j'en profite ici pour vous inviter à poster sur ma page Facebook, qui est une page ouverte, une page publique, n'ayant pas choisi la clandestinité pour m'opposer à cette démocratie totalitaire, ne croyant pas non plus
que la clandestinité est possible, tant les contrôles de manipulation et tant les contrôles de surveillance sont au point. Je ne crois pas que nous puissions même penser même à entreprendre une opération clandestine. Alors, je compatis avec vous, Alexandre, devant cette absence de générosité de l'Institut de Zanti. J'admets à ma courte honte que je n'ai jamais lu Jean Toussaint de Zanti. Mais vous, Michel et Alexandre, vous m'avez donné le goût d'en savoir davantage et sans doute, je vais aller emprunter à la Grande Bibliothèque tout à l'heure un de ses ouvrages. Je remercie également Jean-Paul Coupal, historien et chroniqueur, qui me fait toujours, qui me fait à la fois rire et qui à la fois m'apprend beaucoup de choses, m'a rendu visite à ma librairie. J'en suis ravi. Jean-Paul Coupal, un érudit, doublé de quelqu'un qui a ce qu'on appelle un bon sens, le fameux gros bon sens, avec un ironiste fin. Des commentaires intéressants sur Michel Foucault, que j'invite aussi à aller lire sur ma page Facebook. Serge Bainville qui m'a envoyé un mot, le nombril, ce nom de Dieu. En fait, c'est pas un mot, c'est un texte qu'il a écrit sur justement la difficulté que nous avons d'établir des rapports les uns avec les autres, comment nous sommes encadrés, n'est-ce pas? Je vous invite également à aller lire ce beau texte. Et j'ai également posté sur ma page Facebook, à l'attention de Mathieu Félix, le film Nuit et brouillard d'Alain Renet, un film terrifiant. Un texte de Jean Cayrol. Alors, le contraste entre la beauté du texte, l'incroyable poésie de ce texte et ces images terrifiantes est assez efficace. Et j'ai aussi mis un long entretien qu'a donné Cornelius Castoriadis à ce cinéaste hors norme, Chris Marker, cinéaste français, Chris Marker. Plan fixe, ça ne bouge pas, interrompu seulement par le changement de bobine. C'est extraordinaire d'intelligence. Et puis, voilà, alors je vais conclure ici avec une petite citation de Thucydide. Il faut choisir, se reposer ou être libre. Alors, j'enchaîne tout de suite avec la préface qu'a écrit Bruno Cormier. Ah oui, un mot en vitesse sur Raymond Boyer. C'est qui Raymond Boyer? Ben, Raymond Boyer, ça, ces informations, je les tiens de Luc G, parce qu'ils en font pas mention dans le livre de Westbord, ni dans le livre lui-même de l'autobiographie. En fait, le séjour en prison de Raymond Boyer. Raymond Boyer est né et a grandi dans une famille extrêmement riche. Extrêmement riche. Et les parents avaient mieux à faire que de s'occuper de ce garçon. Et il a été en quelque sorte élevé par la cuisinière et le chauffeur. Des gens qui venaient du peuple. Et Raymond Boyer s'est pris d'un amour inconditionnel pour ce peuple, duquel il a fini par épouser les causes. Il est devenu militant au sein du Parti communiste. Il s'est opposé à la loi du cadenas, la loi de Maurice Duplessis qui interdisait la circulation de certains textes, la circulation de certaines idées de certains partis politiques. Et finalement, en 1948, Raymond Boyer a été condamné à 2 ans de prison pour conspiration, accusé de conspiration pour infraction à la loi des secrets officiels et a été condamné donc à une peine de réclusion de 2 ans de prison. Et de ça, il a écrit un livre qui relate son expérience pénitentiaire. Il a également, par la suite, épousé la cause des détenus. Ce très, très grand bourgeois, Raymond Boyer, qui a su s'affranchir de sa classe. Me semble-t-il,
ces personnages provenant de la haute bourgeoisie sont de plus en plus rares. Est-ce moi qui ne sais pas les reconnaître? Sont de plus en plus rares tant l'entreprise d'éradication, en fait, de la perception qu'il n'existe plus de classe sociale, hein, va bon train. Et tout le monde se croit appartenir à cette classe-là moyenne, qui est une classe moyenne menacée de toutes parts par la grande perdition économique en cours. Lorsque Raymond Boyer entra au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul en 1948, je poursuivais mes études en psychiatrie au Allen Memorial Institute, le département de psychiatrie de l'université McGill. Le nom du docteur Boyer ne m'était pas alors connu que par le compte-rendu des journaux. Son sort fit peut-être l'objet de nombreuses discussions au sein du corps professoral, mais, tout à fait absorbé par mes études, j'en eus aucun écho. Une carrière dans les sciences exactes se termine abruptement, une autre dans les sciences humaines qui s'esquisse à peine. Comment aurions-nous pu prévoir, le docteur Raymond Boyer et moi-même, la longue collaboration scientifique qui nous rapprocherait plus tard? Ce livre du docteur Raymond Boyer nous introduit directement dans la vie quotidienne carcérale telle qu'elle est vécue, d'heure en heure, de jour en jour, et pour plusieurs d'années en années. Il est rempli de souvenirs humains et humainement racontés. Rien n'est exagéré, c'est du vécu, sans déguisement, et qui nous rejoint comme un coup de poing. Ouais, les termes choisis d'ailleurs sont assez crus. Et ce qu'on réalise, ce qu'on constate à la lecture de ce témoignage carcéral, c'est non seulement l'arbitraire des sentences, mais que pratiquement personne, avant de se retrouver en prison, n'a eu un parcours de vie brisé, tant du point de vue familial, des parents abusifs, des parents exploiteurs, des parents abuseurs sexuellement, ou mal aimés, des conditions de vie misérables aussi, qui poussent certains à commettre des crimes. Pour peu de personnes ayant connu l'épreuve de la vie carcérale, celle-ci se sera révélée l'expérience bouleversante et enrichissante qu'elle a été pour le docteur Raymond Boyer. C'est un heureux progrès que certains anciens détenus puissent aujourd'hui travailler activement au traitement et à la réhabilitation de leurs frères d'infortune. Mais le docteur Raymond Boyer est probablement le premier d'entre eux à avoir fait une carrière scientifique en criminologie. Les quelques années passées en dehors des cadres universitaires ne fut donc pour Raymond Boyer qu'un arrêt dans une recherche sur le temps perdu qui le ramena à l'université, son habitat naturel. Et c'est de là que nous avons fait ensemble, des milliers de fois, la route qui mène au lieu où Joe, Stan, le zèbre et les autres personnages que les lecteurs de ce livre apprendront à connaître et à aimer peut-être un peu, reçoivent leur diplôme à l'université de la misère humaine. Montréal 1937. Raymond, âgé maintenant de 37 ans, vient de rentrer à Montréal après un séjour de 3 ans à Vienne. Il n'y a pas grand-chose de changé dans la maison familiale, si ce n'est Raymond lui-même. Tout en arpentant le plancher de bois franc, d'une propreté immaculée, il se demande où va le mener la fébrilité qui l'habite. L'Europe a bouleversé son niveau de conscience politique.
lui faisant dépasser, et je cite, la douillette conception canadienne, en vertu de laquelle il faut voter une fois tous les 4 ans, sans grands espoirs de changement de toute façon. Le niveau des débats politiques auxquels les journaux européens ouvrent leurs pages a piqué sa curiosité sur le genre humain, sur ce que nous faisons ici-bas et pourquoi nous y sommes, entre guillemets. Il passe 9 années à l'Université McGill, d'où il sort avec un doctorat en chimie organique, poursuit des études postdoctorales à Harvard et à la Sorbonne, puis interrompt les recherches qu'il vient d'entreprendre à Vienne et abandonne les sciences pures pour s'inscrire en sciences humaines. Il a beau ne pas distinguer toutes les ramifications de ce qu'il observe, il ne peut s'empêcher de remarquer les clivages politiques qui se précisent. Il s'interroge à la fois sur la méthode, entre guillemets, utilisée pour implanter le fascisme en Autriche et sur les techniques employées par les mouvements socialistes clandestins pour s'y opposer. Fin des guillemets. Raymond a grandi isolé de la politique au sein d'une famille pour laquelle la notion d'engagement se résumait à enrouler des bandes pour la Croix-Rouge. Ouais, petite parenthèse, on le sait que les riches veulent nous vendre l'idée de la charité, n'est-ce pas? De remplacer l'État qui a l'obligation de nourrir et de loger ses citoyens convenablement, tous ses citoyens, ben ils veulent remplacer ça par la charité. Et beaucoup s'en font la promotion, hein? Et c'est pour moi une idée absolument obscène. Pas la charité, l'équité. De retour chez lui, il souhaite désespérément rencontrer des groupes, j'ouvre les guillemets, qui se soucient de l'avenir du Canada et de l'avenir de l'humanité en général. Et ben voilà. Alors, Raymond Boyer, ce qu'il dit, on voit une petite conclusion ici. Donc, Raymond Boyer participe à des manifestations communistes organisées à Hyde Park, ainsi qu'à tout un tas de soirées, et prend peu à peu conscience qu'il préfère les partisans de la cause des républicains espagnols aux répugnants séides de Mosley, fondateur d'un groupe de fascistes britanniques pro-nazis. Lorsqu'il retourne au Canada après s'être marié, la guerre d'Espagne était au centre de mes préoccupations, et ceux qui ne s'en souciaient pas me semblaient dépourvus d'intérêt. Ouais, voilà comment le fils d'une famille de grands bourgeois réussit à s'affranchir de sa classe. On va en avoir besoin de ces gens-là pour rester ouverts, pour les accueillir dans nos rangs. Ben voilà, c'est tout. Alors, je pense qu'elle est pas mal longue, celle-là. Mais j'ai cru constater que mes longues vidéos ne vous faisaient pas peur. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Ma page Facebook qui est ouverte. Vous avez des commentaires, vous avez des vidéos, des textes qui sont à la fois militants et politiques et à la fois artistiques. N'hésitez pas à le faire, à les poster sur mon mur. Vous pouvez également devenir un ami militant en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, 514-736-0999, et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie qui vraisemblablement est en train d'être un lieu de résistance, un lieu d'échange, un lieu où on refait nos forces, et un lieu aussi où on fait des provisions de livres pour pouvoir continuer
d'avancer. Merci et bonne journée.